deuxième partie de notre semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Je vous les présente très rapidement. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Stéphane De Vries, qui est correspondant à Paris pour la chaîne hollandaise RTL4. Pierre Rousselin, rédacteur en chef adjoint au service international au Figaro. Et Christophe Boltanski, qui est grand reporter au Nouvel Observateur et auteur d'un livre que je vous présente à nouveau, Minerai de sang, et c'est aux éditions Grasset. L'élection américaine, c'est le 6 novembre. Barack Obama est en campagne. Le président a prononcé mardi son traditionnel discours sur l'état de l'Union. Il a promis de taxer lui aussi, comme François Hollande, les plus riches et de relancer le Made in America. Barack Obama qui vise aujourd'hui les classes moyennes. On écoute le président américain. La réforme fiscale doit suivre la règle de Buffett. Si vous gagnez plus d'1 million de dollars par an, vous ne devriez pas payer moins de 30% d'impôts. Et le républicain Tom Coburn a raison, Washington doit cesser de subventionner les millionnaires. Si vous gagnez 1 million de dollars par an, vous ne devriez pas bénéficier de subventions ou des réductions fiscales spéciales. D'un autre côté, si vous gagnez moins de 250 000 euros par an, comme 98% des familles américaines, vos impôts ne devraient pas augmenter. Ziad, Hollande, Obama, c'est un peu le même combat? C'est pas le même pays. C'est beaucoup plus dur de faire avaler aux Américains une hausse de la fiscalité c'est comme des dogmes et des tabous aux États-Unis. C'est vraiment. Mais je pense que c'est un discours très très malin. Je pense qu'on est en train de voir le programme Obama se mettre en place. Il parle aux classes moyennes, il parle aux syndicats avec le Made in America, il parle à sa base traditionnelle du Parti démocrate et il parle à un pays qui est quand même un peu déboussolé par la crise. C'est vrai que de dire on va taxer les gens qui gagnent plus d'1 million de dollars, c'est sur le plan symbolique, on est en train de parler des plus riches américains. Moi, je pense qu'il a un discours, il a le charisme, il a des adversaires qui s'étripent, qui ne propose pas grand-chose à part le fait de s'étriper. C'est sa fenêtre, on parlait de fenêtre, en ce moment c'est une fenêtre Obama qui peut durer, il peut garder ça pendant un certain temps, parce qu'il n'a pas besoin de faire de primaire, lui. Pendant que les autres se battent, lui, il peut continuer à élaborer son discours. Pierre Rousselin, vous parlez de populisme. Oui, je crois que ce qui est amusant aussi, c'est que c'était le discours sur l'état de l'Union, qui est censément un discours très solennel, où on parle de l'avenir du monde. Enfin, après tout, les États-Unis, c'est la nation chef du monde libre, etc. Là, c'était vraiment un discours électoral, j'allais dire bassement électoral. Je dis bassement parce que il a insisté sur le point faible des Républicains qui a été mis en lumière il y a quelques jours seulement auparavant. C'était la feuille d'impôt de Mitt Romney. Alors, et tout le discours sur l'état de l'Union, c'était en fait un discours sur la feuille de paix la feuille d'impôt de Mitt Romney. Je trouvais ça assez inhabituel. Et donc, puisque Mitt Romney est un multimillionnaire et qu'il paye très peu d'impôts, c'était un argument extraordinaire pour Obama. Et comme Gingrich, lui, veut encore faire en sorte que les riches payent encore moins d'impôts, c'était du pain béni. Et je pense qu'il a dû certainement, même aux États-Unis, où effectivement le sentiment vis-à-vis de l'impôt est tout à fait différent, eh bien il a dû marquer des points certainement. C'est une bonne stratégie c'est ce de viser les classes moyennes, ce que disait c'est ce qu'on appelle le populisme. C'est un peu facile, mais ça marche, oui. C'est un peu facile. Oui, parce que tous les électeurs voient leur feuille de paye, ils se disent tiens, ils ont les dollars qui s'inscrivent dans leurs yeux et ils vont peut-être voter Obama, du coup. Christophe Boltanski, c'est populiste, c'est facile? Je pense que c'est courageux. Il est quand même dans un pays où il y a deux mots qui sont totalement tabous, c'est les impôts et la régulation. Il a parlé à la fois de régulation et d'augmenter les impôts, certes pour les ultra-riches, certes il a été aidé par la feuille d'impôt de Mitt Romney qui montre quand même qu'il gagne plus de 20 millions de dollars par an et qui ne paye que 13% d'impôts. Donc il faut avoir juste en tête que aux États-Unis, les ultra-riches ne sont pas du tout taxés, ou très peu. D'ailleurs, Obama, je crois, a dit dans son discours, il n'est pas normal qu'un milliardaire paye autant d'impôts que sa secrétaire. Et pourquoi il se réveille aujourd'hui? Il avait 4 ans déjà pour faire cette réforme fiscale. Alors, effectivement, il
il faut contre lui un congrès qui ne contrôle pas. Et ça Donc, depuis 2 ans. Depuis 2 ans, et ces 2 premières années, il les a. C'était pas facile. Et ces 2 premières années, sa priorité. Il aura plus ça de a été facilité après, vous pensez? Il aura plus les mains libres? Ça, je n'en sais rien, je ne suis pas voyant, mais ces 2 premières années, il les a consacrées évidemment à sa réforme du système de santé. Mais de poser en tout cas ces thèmes sur la table avant une campagne présidentielle, ça me paraît plutôt courageux. Et je pense même que c'est un vrai débat que doivent avoir les Américains. Puis le shift, excusez-moi du mot anglais, à droite de la droite, ça a quand même aussi durci le débat américain. C'est-à-dire que la droite de la droite, c'est contre l'État fédéral, contre les impôts, contre l'école publique, contre l'immigration, contre tout. Mais pour Dieu, ça a quand même marqué des lignes qui étaient moins tranchées avant entre l'establishment centriste, démocratique, indépendant du milieu, et cette espèce de droite de la droite qui tire vers une Amérique dont on peut s'inquiéter d'ailleurs, hein, parce que c'est aussi la droite de la droite qui veut bombarder l'Iran, c'est la droite de la droite qui a des idées totalement farfelues sur la stratégie mondiale. Donc moi je trouve qu'il est le plus raisonnable. Après, est-ce que c'était un grand mandat? Il a fait ce qu'il a pu quand même. La réforme de l'assurance santé, c'était aussi un tabou aux États-Unis. Une crise, Oussama Ben Laden, il ne faut pas non plus le ramener à l'image que ses amis républicains veulent faire de lui. C'est pas un président mou. Stéphane de Vries, il suscite encore l'enthousiasme, Barack Obama? Beaucoup moins qu'il y a 4 ans. C'est dommage parce que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, raisonnable. Et là, il a quand même eu pas mal de problèmes. C'est un homme de consensus, apparemment. Peut-être trop de consensus, trop peut-être, mou, peut-être pas assez. Surtout quant au monde de la finance, il a été trop indulgent. Il a l'avantage que l'économie reprend un peu aux États-Unis, donc ça pourrait jouer dans son. Oui, parce que le taux de chômage a baissé, on a 8,5%. La croissance semble reprendre. La croissance remonte, hein, je crois qu'on est presque à 2%, les prévisions de croissance, à 1,8% pour l'année qui vient, c'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal, surtout dans l'année de campagne. Donc il a 6 mois en fait, ou même voire plus, pour faire sa campagne. Et donc quand la croissance économique est durable, il gagnera. Hein. Il gagnera. Déjà il pour vous, faut c'est clair. juste imaginer un président Gingrich. Pour le reste du monde, les Américains font ce qu'ils veulent. Ils ont une démocratie, peuvent élire ce qu'ils veulent. Mais pour nous, ce qui est intéressant aussi, c'est le positionnement de ces candidats sur les grands dossiers internationaux, stratégiques, relations avec l'Europe, Moyen-Orient, Asie-Pacifique. Le monsieur qu'on voit à l'écran qui parle de soi-disant Palestiniens, de terroristes. C'est quand même très très impressionnant, la liberté de ton de la droite américaine en ce moment. Il vaut mieux qu'elle reste dans l'opposition. C'est votre point de vue. Très bien. Les Turcs sont en colère, très en colère contre les Français. Le Sénat, vous le savez, a voté une proposition de loi qui pénalise la négation des génocides, dont le génocide arménien. Alors, quiconque niera ce génocide sera condamné à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Le Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, promet des représailles. On l'écoute. Je fais appel aux membres du Parlement français. Je fais appel aux intellectuels français, au peuple français. Cette loi, qui a été adoptée avec les voix du Parlement, est discriminatoire. Elle est raciste. C'est une violation évidente de la liberté de penser. Christophe Boltanski, une loi discriminatoire raciste, il est très, très remonté. Recep Tayyip Erdogan, est-ce que c'est une bonne loi selon vous? Moi, j'ai envie de dire 2 choses. La première, c'est que la Turquie est un État négationniste. Il y a eu un génocide et la Turquie nie ce génocide. Les organisateurs de ce génocide ont des statues, des rues à leur nom, Enver Pacha, Talat Pacha. C'est comme s'il y avait des rues Eichmann à Berlin. Donc, effectivement, il y a un problème. Et ceux qui veulent dénoncer ce génocide en Turquie sont arrêtés, parfois assassinés, comme ce journaliste Rendink. Mais est-ce que la loi est la meilleure façon de faire changer la Turquie? Je n'en suis pas sûr. La loi Guesso, c'était différent dans la mesure où les négationnistes sur la Shoah, ils étaient en France, Forisson et les autres. Là, les négationnistes, ils sont en Turquie. On a vu que la meilleure façon de faire changer la Turquie au cours des dernières années, ça a été de négocier, d'essayer c'était dans le cas des négociations
pour une éventuelle entrée dans l'Union européenne. Et là, l'homme qui est à l'origine de cette loi, qui est vraiment Nicolas Sarkozy, c'est lui qui était à la commande, c'est le même homme qui dit à la Turquie, non, vous ne rentrerez pas dans l'Europe. Et je pense que c'est la seule façon réelle de faire en sorte que ce pays évolue vers plus de liberté, plus de démocratie et vers une reconnaissance du génocide arménien. Pierre Rousselin, il a un problème, Nicolas Sarkozy, avec la Turquie? C'est bah, non à... Christophe oui. Boltanski le disait à l'instant, c'est non à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. C'est aujourd'hui Non, il y a un cette problème entre la loi... France et la Turquie, c'est clair. Il y a un problème puisque la France est opposée à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Évidemment, les Turcs, ça leur plaît pas. Et il faut dire aussi que la France a pris position de façon très publique et a défendu une position que d'autres partagent, mais ne défendent pas aussi de façon aussi virulente. Donc effectivement, il y a un problème entre la France et la Turquie. Et c'est un problème, me semble-t-il, qu'il faut essayer de régler. Mais on a en face de nous aussi un Premier ministre turc qui est aussi quelqu'un qui a des opinions bien tranchées et qui les formule aussi de façon assez virulente. Donc la mayonnaise a monté, tout le monde s'est énervé de part et d'autre. Je crois que maintenant il faut se calmer. Je ne suis pas sûr que cette loi soit particulièrement bienvenue. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Christophe sur le génocide arménien, etc. Je ne suis pas sûr qu'il faille légiférer, contre-légiférer et relégiférer sur ces choses-là. Maintenant, je pense que la Turquie, si elle veut être respectée dans le monde, il faut qu'elle calme un peu le jeu. Et sinon, eh bien, elle sera effectivement la cible de tous les soupçons de négationnisme qu'on peut porter contre elle, ça c'est clair. Ziad, est-ce qu'on est de la France n'est pas un peu donneuse de leçons? Finalement, quand Erdogan dit, c'est peut-être aussi à nous, regardons déjà nous notre histoire avant d'aller faire la leçon aux autres. Est-ce que vous partagez cet avis? Le problème, c'est qu'on est rentré dans une invectivation politique où tous les arguments sont bons. Alors Erdogan sort l'Algérie, après on va je sais pas quoi. Je trouve que tout ça est triste parce que on parle de génocide. Et donc il faut quand même que la définition du terme soit précise, qu'on sache de quoi on parle. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi un État comme la Turquie, qui a autant évolué depuis 20 ans et qui avait connu aussi une période avant les généraux de semi-démocratisation, ce pays qui quand même vient de loin, pourquoi c'est un tel tabou? Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle. C'est-à-dire pourquoi dans la société politique turque, il y a eu ce journaliste, etc., mais visiblement, il y a un consensus, il y a une espèce de blocage de la société turque sur l'affaire arménienne, c'est-à-dire que c'est très difficile d'en parler. Et que ce Premier ministre est soutenu par sa population turque. Évidemment, comment vous expliquez ça, justement? Je ne sais pas, c'est un mystère. Pourquoi la Turquie moderne n'ouvre pas le débat, ne serait-ce qu'historique? En France, ça a aussi pris 30 ans avant qu'on a osé commencer à parler de la collaboration en France. Donc, oui, mais ça pose... oui. Là, 1915 quand même, le génocide. Hein, oui, bien sûr. Et puis c'est les jeunes Turcs. Enfin, c'est une autre... Enfin, je sais pas, ça me semble très particulier quand même. Est-ce que c'est une culpabilité globale? Est-ce que... Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Je pense d'abord que le génocide, donc c'est 1915, mais après il y a le massacre des Grecs en 1919-1920. Donc c'est vraiment une période noire qui correspond à la naissance de la Turquie moderne. Donc la République turque est née d'un génocide. Donc c'est évidemment extrêmement compliqué pour eux de revisiter cette histoire. Par ailleurs, je pense que Erdogan, c'est un islamiste modéré, mais c'est aussi un populiste et qui sait écouter son opinion. Et s'il est aussi offensif virulent sur cette question, c'est qu'il sait que ça peut être payant électoralement. Non, puis il parle à des opinions publiques étrangères aussi. Quand il parle de l'Algérie, il parle aux Arabes, il passe tout le nouveau positionnement de la Turquie dans l'Orient moderne qu'on entend un petit peu. Pareil, oui. C'est aussi la théorie du complot en 2 minutes. Il y a des gens qui pensent que Sarkozy vise la Turquie pour faire passer des messages subliminaux à l'électorat français, qu'il est intransigeant devant une certaine forme d'islamisme, etc. Donc tout ça, ça va loin. Alors qu'il y a une vraie question historique sur laquelle on aimerait peut-être avoir quelque chose. Stéphane De Vries, comment c'est perçu à l'étranger, par exemple, ce débat? On n'est pas trop favorable à la France dans ce cas. Dans ce débat-là? Non, oui, parce que c'est quand même une limitation de l'expression, liberté de l'expression. C'est perçu comme ça dans beaucoup de pays. Moi, je pense sur la forme, c'est une très mauvaise idée. Sur le fond, bon, ça c'est un autre débat et je suis tout à fait d'accord avec Christophe Boltanski.
Mais il ne faut pas oublier une autre chose, c'est que la Turquie est en prendre une énorme confiance en soi. C'est un pays qui connaît une très bonne économie, grande croissance. 9% de croissance en Oui, Turquie. 9%. Puissance régionale. Oui, de surtout premier après plan le printemps aujourd'hui. arabe, ils ont assumé un rôle qu'ils avaient déjà, mais ils n'étaient pas trop confortables. En plus, ils ont plus trop envie d'être membres de l'Union européenne, même si... On a eu un porte-parole quand même de l'ambassade turque qui nous Bien disait sûr. si, on vise Ça toujours, on reste- regarde mais il faut- toujours l'Europe. Oui, mais il ne faut peut-être pas c'était un oublier que discours officiel, mais ça fait depuis 1963 qu'on négocie Oui. avec la Turquie. Donc, ils ne sont pas au bout des négociations. Hein. non, Parce et qu'on a- il y a donc encore moi beaucoup de chapitres à- je peux Mais ils peuvent m'imaginer avoir que le le peuple meilleur de turc... l'Europe sans les contraintes. Ils peuvent avoir les accords, le commerce, la Partenariat. libre circulation, le partenariat et pas s'embêter Ouais, mais avec... peut-être d'ici 20 ans, nous, on aura plus besoin de la Ça couvre Turquie bien des que trucs. Voilà. l'Europe aura Peut-être que besoin. nous, on aura peut-être plus Oui. besoin dans 20 ans de la Turquie. C'est peut-être ça le mot de la fin. Déjà Pardonnez-moi. Déjà Déjà. Non. Oui, déjà. Par contre, on va faire un petit tour de table et on va commencer par vous, Ziad. Est-ce qui vous a marqué dans l'actu de la semaine 3 petites histoires africaines, les élections au Sénégal dont on attend de savoir qui sont les candidats, la visite d'Alassane Ouattara et la réconciliation espérée en Côte d'Ivoire, et une Coupe d'Afrique des Nations qui mérite d'être suivie par tous les amateurs de foot parce que c'est l'Afrique multiple au même endroit. Et on la suit évidemment, la CAN sur France 24. Christophe Boltanski, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actu de la semaine? Moi, je remonterai un tout petit peu en amont. Ça a été vraiment la décision de la Ligue arabe d'annoncer ce plan demandant donc le départ du régime de Bachar el-Assad. Pierre Rousselin? Moi, je pense aujourd'hui, l'Afghanistan, la visite de Karzai à Paris et cette décision d'avancer un peu le calendrier de retrait, c'est une décision importante parce que tous les alliés sont concernés, l'Afghanistan est concerné. Je crois que ce qui s'est passé est effectivement assez traumatisant, ces 4 morts parce qu'ils ont été tués, les circonstances dans lesquelles ils ont été tués. Et je crois que c'était... parce que si vous voulez, les soldats français essayent d'être proches des Afghans. Et là, ils ont été tués. Donc, ils sont beaucoup moins armés que les soldats américains dans les mêmes circonstances. Et là, ils font confiance aux gens. Et là, ils se sont fait vraiment assassiner. Et je crois que ça a été un traumatisme pour le contingent français en Afghanistan. Stéphane De Vries. Un truc qui m'a marqué cette semaine, c'est le lancement d'un supplément qui s'appelle Europa par 6 grands quotidiens européens, dont Le Monde, The Guardian et El País en Espagne. Et donc c'est la première fois que ces 6 grands journaux européens ont décidé de sortir un supplément sur l'Europe, justement pour parler de l'Europe qui est autre chose que la crise de l'euro, que l'économie. Donc je trouvais ça très sympathique. Et, vous viendrez nous le présenter la prochaine fois que avec plaisir. vous venez. Moi, je vous présente encore avant de nous quitter Christophe Boltanski, Minerai de sang, c'est aux éditions Grasset. Merci à vous d'être venu pour la première fois dans notre semaine dans le monde. J'espère que vous reviendrez. Merci beaucoup, Ziad. Merci à Stéphane De Vries et merci à Pierre Rousselin. Très belle soirée, très bon week-end à lundi. Le débat, 19h10, hors de Paris.